L'atelier du pouvoir, Vincent Martini, Thomas Wider. La France est-elle condamnée à l'hyper-présidentialisme actuel, faute d'arriver à renoncer à l'élection au suffrage universel direct et à inventer un autre système politique plus inclusif du peuple, celui-là? Voici quelques-unes des questions passionnantes, centrales, que nous posons aujourd'hui à nos invités dans cet atelier du pouvoir consacré à l'élection présidentielle. Alors, nos invités, je vous les présente. Tout d'abord, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Qu'on ne présente pas, député européen, ancien candidat à l'élection présidentielle, peut-être futur candidat à l'élection présidentielle. En tout cas, l'une des personnalités qui réfléchit le plus, justement, à ce phénomène présidentiel qui structure notre vie politique. En face de vous, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Rousselier, maître de conférences à Sciences Po et auteur d'un livre tout à fait passionnant, publié il y a quelques semaines chez Gallimard, intitulé « La force de gouverner », une réflexion sur le pouvoir exécutif en France du 19e au 21e siècle. Français, le 28 octobre, ce que vous allez répondre à ce que je vous demande engagera le destin de la France. Comme la preuve est ainsi faite de la valeur d'une constitution qui veut que l'État ait une tête, je crois en toute conscience que le peuple doit maintenant, par un vote solennel, marquer qu'il veut qu'il en soit ainsi, car autrement, les attentats qui ont été perpétrés et ceux qui sont préparés font voir que ma disparition risquerait de replonger la France dans la confusion de naguère et bientôt dans la catastrophe. Je crois que quoi qu'il arrive, la nation doit avoir le moyen de choisir elle-même son président afin que cette investiture directe puisse lui donner la force et l'obligation d'être le guide de la France et le garant de l'État. C'est pourquoi je vous demande tout simplement de décider que dorénavant, vous élirez votre président au suffrage universel. Le général de Gaulle, le 18 octobre 1962, il s'engageait dans la campagne référendaire, donc pour appeler les Français à voter oui. Et puis ça donne, 3 ans plus tard, la première élection présidentielle du 5 et 19 décembre 1965. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Alors vous avez été candidat vous-même à l'élection présidentielle. Quand vous écoutez le général de Gaulle, il y a un peu plus de 50 ans, dire que la nation doit pouvoir ainsi se reposer son pouvoir dans un homme, pour un homme comme vous, qui est un parlementariste d'origine, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal finalement ? Bien sûr. Je ne suis pas le premier homme de gauche à qui cette mésaventure arrive, qui est de à la fois être en opposition à un modèle d'organisation du pouvoir qui concentre tout sur une personne, car il ne faut pas perdre ça de vue, c'est une structure du pouvoir, hein. Et une aspiration qui est complètement différente. Et puis j'aurais l'honnêteté de dire que j'ai bien compris la logique des institutions de la Ve République et du processus de personnalisation. Alors, je pense qu'il faut être lucide quand on est soi-même candidat et puis peut-être plonger un peu ses racines dans l'histoire. Juste un mot, hein. Si vous remontez au point de départ, c'est César le premier. Bon, César, pourquoi il est César ? Parce qu'il est en équilibre sur le parti populaire et le parti de l'aristocratie, les optimates. Et chaque fois que la société est hors d'état de auto-équilibrer, auto-arbitrer, sa tendance, ça va être d'essayer de trouver le dénominateur commun, et ça va être une personne. Je le dis d'autant plus tranquillement que c'est aussi ce qui nous arrive à nous. Nous, les gens de gauche, maintenant, c'est devenu comme ça. C'est l'élection présidentielle qui règle notre bazar. Ouais. Nicolas Rousselier, bonjour. Bonjour. Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, vous avez déjà quelque chose à répondre à Jean-Luc Mélenchon, mais justement, je vais essayer de vous aider à l'organiser. Ouais. Vous avez écrit dans votre livre « La force de gouverner », vous dites on est rentré dans une période de démocratie exécutive. Qu'est-ce que ça implique au regard de ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon ? Alors, ça implique une chose qui permet peut-être aussi d'élargir au-delà de seul cas français, c'est que la question n'est pas tellement la concentration des pouvoirs dans le président de la République, c'est qu'en fait on la retrouve dans tous les types de pouvoirs modernes, et c'est finalement tout,
aussi ça pour une démocratie fondée sur un Premier ministre, ce qu'on appelle dans le jargon un régime primo-ministériel. Si bien que quand on est parlementariste et qu'on dit il faudrait rééquilibrer les pouvoirs en faveur d'un Parlement d'une manière formelle, par rapport au président, on peut très bien passer de Charybde dans Scylla en ayant un Premier ministre très puissant. Le même système, mais juste avec un Premier ministre à la place du président. Voilà. Et c'est pas faux. Ça dépend des institutions. Bon, le peuple français se fonde à travers la décision de ces institutions. Et vous avez raison de dire qu'on peut avoir un Premier ministre qui a des pouvoirs considérables. Mais il les tient néanmoins d'un régime d'assemblée qui peut se gripper. J'ajoute une chose qui est nouvelle dans notre conversation, c'est que jusqu'à présent, on a discuté de structures du pouvoir qui correspondaient à des structures d'organisation technique de la société. Mais maintenant, vous avez une horizontalité absolue qui existe avec les réseaux sociaux. Et donc, notre regard sur les institutions politiques est nécessairement changé. On ne peut plus parler du régime présidentiel et du régime d'assemblée comme on le faisait il y a seulement 15 ans. Et justement, Nicolas Rousselier, si on revient à cette élection dont nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez qu'elle a fondamentalement changé dans notre vie politique? Parce que quand on lit votre livre, on se rend compte que, évidemment, cette date marque sans doute un point de tournant, mais que c'est pas ce jour-là que le pouvoir exécutif en France a commencé à prendre de l'ampleur. Tout ça, c'est une longue histoire. Oui. Moi, je dirais qu'en fait, les moyens, les pouvoirs étaient déjà là. Puisqu'évidemment, il y a la Constitution de 58, et même avant 58, en ce qui concerne les moyens, on peut penser par exemple aux moyens de la nouvelle haute administration, ils étaient déjà là. Je dis aussi dans mon livre que l'organisation d'un nouvel Élysée, où le président de la République bénéficie d'experts qui permettent au président d'intervenir dans le Conseil des ministres avec des notes de synthèse. Sous Vincent Auriol, ça commence. Ça commence avec Auriol. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà là en termes de moyens, de capacités. Alors ceci dit, l'élection de 65 va apporter évidemment quelque chose, mais presque, j'oserais dire, aussi par accident. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier secret de la magie qui s'installe, parce qu'en fait c'est une sorte de sortilège qui s'installe en 65 et qui nous tient jusqu'à maintenant. La magie qui s'installe en 65, c'est d'abord, on l'a déjà dit, je suis pas le premier à le dire, que ça flatte l'électeur, dans un sens, on peut dire démocratique au sens le plus large du terme, puisque on lui donne la possibilité de choisir le capitaine, et d'autant plus un capitaine qui, dans les années qui précèdent, gestion de l'Algérie, tournant de 62, un capitaine qui s'est affirmé effectivement comme celui qui concentre les pouvoirs. Donc en gros, il y a quelqu'un qui a concentré les pouvoirs, ce qui est plutôt anti-républicain, mais magie, sortilège, on lui dit « Ah mais maintenant tu vas choisir ce capitaine ». Mais l'autre chose qu'on n'a pas beaucoup noté, c'est que l'élection de 65 va aussi offrir au peuple électeur un moyen aussi de prendre par surprise le pouvoir, et en l'occurrence De Gaulle. Je rappelle qu'en septembre 65, un mois et demi avant l'élection, De Gaulle est à 70% dans les sondages au premier tour. Genre, élection sur un fauteuil de monarque au premier tour. Et puis il y a le fameux ballottage avec Mitterrand. Et ça s'est fait en 15 jours pratiquement. Le canuet passe de 5% à 20% en 15 jours grâce, c'est pas les réseaux sociaux bien sûr, la télévision. Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est le plus nouveau. Mais ça venait du réseau social à l'époque. Oui, mais c'est plus nouveau, ça, c'est le plus nouveau. Oui. Jean-Luc Mélenchon, en écoutant Nicolas Rousselier, là, on peut dire qu'il n'y a pas seulement une réduction du pouvoir démocratique par l'élection présidentielle au suffrage universel direct, c'est aussi une prise de pouvoir démocratique par le peuple. Est-ce que vous avez le sentiment que ce système a pu, à certains égards, améliorer la démocratie ? En tout cas, on a pu en avoir l'illusion, mais non, ça ne l'a pas amélioré, clairement, parce que les pouvoirs se sont concentrés. À mesure du temps, on a vu que la pratique de ce pouvoir absolu est devenu presque normal, qu'on n'éprouve même plus le besoin de mettre ça à distance. Les présidents maintenant se comportent comme des monarques. Plus personne n'est choqué d'entendre un président de la République aussi bien aller voir une saisie de drogue dans le port de Marseille que 3 jours après de déclarer une guerre. Enfin, je vous rappelle quand même qu'on est intervenu en Libye, en Irak, au Mali, en Centrafrique, sans vote du Parlement. C'est quand même quelque chose d'inouï. C'est l'ancien régime, ça. Je pense que pour bien comprendre la nouveauté, il faut séparer. Moi, je suis d'accord aussi pour dire que les effets sont peu démocratiques, c'est moins qu'on puisse dire. Mais le choc premier, ce choix qu'on donne à chaque électeur, l'électeur de Lozère comme l'électeur de Parisien, on lui donne ce choix dont la 3e et la 4e l'avaient privé. Et Nicolas Rousselier, il y a un choc démocratique. Le cas de la 4e était tellement pitoyable qu'on comprend que du coup le pays a eu le sentiment de récupérer le pouvoir qui était confisqué par une petite caste.
exactement la situation qu'on connaît aujourd'hui. De ce point de vue, les institutions ne seront jamais, moi j'appartiens à la tradition matérialiste, hein, donc je ne crois pas que l'histoire soit le mouvement du droit vers la raison. Je crois que c'est des chocs d'intérêts, une dialectique entre les institutions et la population. Donc aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans une crise de même nature que celle qu'a rencontrée le général de Gaulle. Le général de Gaulle devait amputer la France de plusieurs départements, et il était le seul, personnellement, parce qu'il avait été l'homme de la résistance, qui avait l'autorité de le faire. Eh bien, et ensuite, le régime s'est survécu en tant que régime de point d'équilibre d'une société instable. Aujourd'hui, elle a l'air d'avoir massivement basculé à droite, mais pendant très longtemps, c'était du 50-50. Je vous interromps parce que je voudrais qu'on écoute Paul Reynaud, parce que vous allez voir, Paul Reynaud va sans doute vous inspirer pour réagir justement à ce que cette dérive de la présidentialisation du régime. Paul Reynaud qui était, je le rappelle pour nos auditeurs, le chef de file du cartel des noms, comme on l'appelait à l'époque, en 1962, au moment du référendum, donc sur l'élection présidentielle au suffrage universel. Il s'exprimait à l'Assemblée nationale le 4 octobre 1962. Voilà un président de la République élu au suffrage universel qui décidera de la vie ou de la mort de la France, suivant qu'il fera une bonne ou une mauvaise politique militaire, une bonne ou une mauvaise politique étrangère. Cet inconnu tout-puissant ne sera responsable devant personne. L'Assemblée, il la chassera à sa guise. Au-dessous de lui, les ministres. Pourront-ils vraiment être responsables devant le Parlement d'une politique qui n'est pas la leur, qui est celle de leur maître intouchable? Les malheureux joueront le rôle qui était à la cour de France, celui des ménins, que l'on fouettait lorsque le petit dauphin faisait des sottises. Ah, messieurs, on peut être partisan du régime présidentiel ou du régime parlementaire, mais je vous défie de trouver chez l'un des peuples du monde libre un seul citoyen qui accepte pour son pays un régime aussi extravagant et aussi dangereux. Nicolas Rousselier, on écoutait Paul Reynaud 50 ans plus tard. Est-ce que vous diriez qu'il avait peut-être raison? Il avait anticipé un certain nombre de problèmes liés à la présidentialisation du régime, ou c'est excessif? Non, oui et non, parce qu'en fait, on voit très bien qu'il réfléchit sur un logiciel, bon, ça n'existait pas à l'époque, mais sur des catégories qui sont déjà des catégories du passé. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de gens qui ont réagi en 62-65 contre la présidentialisation, parce que tout bêtement, c'est une sorte de casuistique. Ils savaient pas comment caser la 5e République. Ça ne rentre pas dans la case régime parlementaire et ça ne rentre pas dans la case régime présidentiel. Et rien que pour cette question-là, on l'appelle extravagant de ce point de vue-là. Donc il y a déjà une incapacité à le penser juridiquement, à le penser par les professeurs de droit et les professeurs de sciences politiques. Ça a déjà beaucoup contribué à la critique. Mais après, sur le fond, on y revient. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quoi qu'on pense ensuite des effets, et les effets sont certainement très profonds et en partie délétères. Quoi qu'on pense, ça a été un choc démocratique, ça a été un moyen aussi de maintenir une participation électorale très importante pour l'élection présidentielle. Et j'ajouterai une deuxième chose, c'est qu'il y a eu un deuxième souffle de la Ve République et de la présidentialisation et de la popularité de la grande joute présidentielle. C'est avec la gauche. C'est avec la gauche en 1980. L'alternance. Donc, il y a eu une deuxième onction de la Ve République par le suffrage universel, par la gauche. Alors, c'est un cadeau certainement empoisonné. On n'était peut-être pas super content de voir la gauche revenir au pouvoir par la case présidentielle, plutôt que la case législative de 78. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Jean-Luc Mélenchon, comment est-ce que vous réagissez au propos de Nicolas Rousselier? Et juste en lien aussi à une chose que dit Paul Reynaud dans son intervention, c'est comment on chasse le Parlement. Vous qui êtes un parlementariste, on l'a dit au début de cette émission, vous devez être d'accord. Non mais le régime présidentiel, ce qu'il a de fascinant, c'est qu'il se nourrit de cette turpitude. C'est-à-dire que comme tout le monde sait que c'est la seule élection qui compte, plus le temps a passé, du coup, les gens se comportent normalement. C'est à celle-là qu'ils vont. Et ils considèrent toutes les autres comme, bon, on confirme ou on infirme l'élection présidentielle. Donc, par conséquent, ils s'auto-alimentent. On l'a vu au régional, par exemple. Oui. Et nous, on a besoin... Moi, j'ai réfléchi à ça parce que je vois bien que ça sert à rien de tenir une position abstraite qui est incompréhensible. Bon, parce que les gens se disent, ah bon, vous voulez nous enlever l'élection du président, en plus de tout le reste, vous voulez aussi nous enlever ça. Bon. C'est une sorte de préalable qui serait
indécent d'enlever pour voilà. l'électeur En toute moyen. hypothèse, même si on réduisait, il faudra le faire, considérablement le rôle du président de la République, il sera toujours élu au suffrage universel. Et alors, pour revenir sur Paul Reynaud, parce qu'il y avait quand même des souvenirs détestables de la présidentialisation, excusez-moi, c'est pas qu'un truc abstrait. Le coup d'État du 2 décembre, c'est pas rien. On a élu, c'était un plébiscite, on a voté pour Louis-Napoléon Bonaparte parce qu'on pensait à son oncle, parce que bon, c'était terrible. Et puis derrière, il y a eu une répression qui était quand même là, féroce. Ensuite, le suivant président qui ne voulait pas être de la République, c'est MacMahon. Il n'a pas non plus laissé un souvenir faramineux. On pensait qu'il était là en attendant qu'on rétablisse le roi. Donc, il n'a pas trop aidé en l'occurrence. Il n'a pas aidé à quoi rétablir le roi? À la Restauration. Non, mais enfin, il faut dire, comme c'était un crétin, on a été définitivement débarrassé des deux à la fois, et de MacMahon et du roi Henri V. Voilà. Je pense que l'intelligence, la novation politique vers laquelle il faut aller maintenant, d'abord, c'est une assemblée constituante, qu'on arrête de changer les constitutions avec un groupe d'experts et le peuple qui répond oui ou non. Parce que ça, pour le coup, c'est un archaïsme total. Mais alors, comment arriver à combiner la stabilité des institutions, la visibilité de la responsabilité et le pouvoir populaire? Ce que j'ai trouvé pour l'instant de plus performant, c'est d'introduire le pouvoir de révocation populaire. C'est-à-dire, comme dans certains États des États-Unis ou au Venezuela, quand il y a X, par exemple 2 millions de Français qui mettent leur nom avec leur numéro de carte d'électeur, eh bien ils peuvent obtenir qu'un référendum révocatoire soit convoqué. Si bien que le peuple garderait son capacité d'initiative en face d'un pouvoir politique qui donc serait sous sa surveillance, mais en même temps d'un pouvoir qu'il faut aussi transférer aux assemblées. Vous avez vu que les Allemands y arrivent. Bon, je dis pas souvent du bien de ce qui se passe en Allemagne, mais là ils nous apprennent quelque chose. Nicolas Rousselier, quand vous observez un peu la longue durée et ce qui s'est passé depuis une cinquantaine d'années, est-ce que vous diriez que les travers du régime tels que dénoncés par Paul Reynaud, l'irresponsabilité, cet homme qui peut tout faire et à qui on ne demande aucun compte, est-ce que vous pensez que ça s'est aggravé, que ça s'est accentué et que finalement on est dans un régime encore plus présidentialisé aujourd'hui que sous le général de Gaulle ou pas? Et puis je poserai la question à Jean-Luc Mélenchon après. La perception et la manière de vivre politiquement le régime est encore plus présidentialisée que sous De Gaulle. Après, on pourrait discuter, c'est un peu technique, mais on pourrait discuter des effets qui sont pas trop visibles, mais qui commencent peut-être à se faire après les révisions dont on parlait, et y compris la révision de 2008. Il y a eu des moyens de contrôle par le Parlement. Le problème, c'est qu'ils ne s'en saisissent pas assez. Ils sont là comme des armes qui ne sont pas assez utilisées. Mais je voudrais dire plus généralement, si vous voulez, que pour moi, ce qui se passe depuis 65 avec la Ve République peut être critiqué de deux points de vue. En fait, il y a un premier point de vue qu'on a un peu oublié. Finalement, c'est le point de vue libéral. C'est-à-dire qu'en fait, on peut critiquer la Ve République en tant que libéral, au sens politique du terme, pas économique. À savoir que ce qui s'est perdu dans la Ve République, c'est la notion et le concept de législation. Puisque finalement, la législation ne se fait plus entre plusieurs, mais par un seul, le parti dominant. Donc le vieil esprit selon lequel la loi devait être une forme de juridiction des contraires, juridiction de plusieurs courants qui doivent se rencontrer sur la fabrication de la loi, c'est ce qui s'est passé en 1905, ne se fait plus. Donc un libéral doit déplorer le fait qu'il n'y a plus de pluralisme dans la fabrication de la loi. Et puis la deuxième manière, c'est la manière de la gauche, c'est de dire que quand bien même on trouve un outil formidable quand on est au pouvoir, parce que c'était formidable d'avoir cet outil en 81, avec le programme qu'on avait, on ne pouvait pas réformer la Ve République, on s'en sert. Parce que ça permet de faire des nationalisations, une politique économique digne de ce nom à cette époque-là, grâce au caractère extrêmement élaboré des moyens de gouverner, la force de gouverner. Donc, on peut se réjouir de ça, mais d'un autre côté, du point de vue de la gauche, la Ve République, effectivement, a cet effet d'assécher, de désertifier le débat politique et aussi une partie du mouvement social. Jean-Luc Mélenchon, sur cette question, est-ce qu'on va vers encore plus de présidentialisation et de personnalisation du pouvoir? Incontestablement, il m'en coûte comme homme de gauche de dire que le président Charles de Gaulle était beaucoup plus respectueux du sentiment collectif que ne l'ont été aucun de ses successeurs. Parce que, rappelez-vous, 1969, il propose une réforme pour changer le Sénat, je ne sais pas quoi. Mais peu importe, le peuple français vote non, il s'en va. Séance tenante. Jacques Chirac propose une constitution pour l'Europe, le peuple vote non, il reste. Et ainsi de suite. Oui, ou Mitterrand perd les élections de 86. Normalement, dans l'esprit gaullien, il aurait dû partir, puisque le peuple avait désavoué. Donc, petit à petit, y compris dans l'esprit de la gauche.
Ah oui, mais alors petit à petit, on s'est installé, ce que je vous disais tout à l'heure, le système se nourrit de cette turpitude. C'est-à-dire qu'on s'habitue à ce que le monarque en fasse de plus en plus, et on ne pense même plus à lui contester. Et en fait, ça ne choque plus personne. Voilà. Ce sont des situations, alors, tout à fait inouïes, et vous avez raison de dire que, quand même, dans ce cadre, le Parlement pourrait être plus efficace. Mais c'est là, que ça crée une culture, la monarchie présidentielle. Oui. C'est que les députés sont habitués à obéir. Et il ne leur vient pas à l'esprit qu'ils puissent contredire la logique du président de la République. Et dans tout le pays, jusqu'au moindre canton, chaque conseiller général, chaque maire est une sorte de, comment dirait, imprégné de cette culture monarchique. Alors on va y revenir dans un instant, justement, pas toujours, et notamment sur les évolutions possibles, sur les pistes d'évolution possibles face à cette présidentialisation du régime. Mais alors nous retrouvons Nicolas Rousselier et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, une petite question, parce que je sais que vous regardez beaucoup ce qui se passe à l'étranger, notamment en Amérique latine. Très rapidement, est-ce qu'il y a un modèle quand même de pouvoir exécutif qui vous semble intéressant hors de nos frontières? Il faut picorer, parce que les institutions doivent être mises en relation avec les sociétés, leurs traditions, leurs coutumes. Par exemple, le régime vénézuélien est à mes yeux beaucoup trop concentré sur la présidence de la République. Bon, en même temps, ils ont inventé le référendum révocatoire. Bon, ça fonctionne, ils l'ont fait marcher une fois. Le gouvernement de l'Équateur est également très centré sur la personne du président, mais tout le processus constituant m'a paru magique, quoi. Ça a duré presque 1 an, les gens allaient en colonne à l'Assemblée constituante, proposaient leur... Il faut emprunter, il faut regarder. Là, pardon, quand même un petit mot. On peut pas discuter de l'Iran. C'est pas non seulement c'est pas une démocratie, c'est même pas un régime autoritaire, c'est un régime théocratique. Bon, donc ça ne veut rien dire. C'est à l'intérieur de... On n'a pas le droit de mettre en cause le guide suprême de la Révolution. Bon, en France, vous avez le droit d'être royaliste. Si c'est pas interdit, vous pouvez faire un parti royaliste. Jean-Luc Mélenchon, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un côté irrévocable dans l'élection présidentielle au suffrage universel direct. On reviendrait pas dessus. Alors, je me tourne un peu vers tous les deux, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Rousselier. Vous pensez vraiment qu'il serait impossible d'imaginer un système en France dans lequel on revienne en arrière et en échange de contrepartie à l'électorat, on puisse revenir sur ce système du suffrage universel direct? D'abord, Nicolas Rousselier. En fait, le suffrage universel vient couronner tout un long processus. Donc, tant que les pouvoirs ont été concentrés entre les mains de l'exécutif, au bout du processus, quand on dit aux gens « je vous donne le droit de choisir le boss », finalement, il y a pratiquement une logique démocratique à le faire. Donc, tant qu'il n'y a pas une révision fondamentale de la façon dont on fait les lois, de la façon dont on relie les lois, la législation suprême, avec effectivement des phénomènes de consultation ou de participation par le bas, on aura toujours cette équation où, à défaut de pouvoir participer directement, les citoyens sont quand même contents de choisir le capitaine. Jean-Luc Mélenchon. Je me rallie totalement à cette analyse. L'élection au suffrage universel vient démocratiser un processus qui ne l'est pas au départ. Et donc, il a cette double nature tout le temps. Il est à la fois un processus démocratique et à la fois une usurpation totale du pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut faire autrement? Bien sûr qu'on peut faire autrement. Mais la méfiance aujourd'hui est telle que le peuple français ne l'accepterait pas. Il dit, vous voulez en plus nous enlever ça. Bon, même s'ils savent que c'est en partie illusoire, que les présidents de la République française, dorénavant tenus dans les traités européens, ont un pouvoir diminué, un pouvoir de comptable. Ils sont là pour vérifier que ça fait bien 3% de déficit et pas plus. Et en même temps, c'est décidé par la Commission. Et en même temps, Jean-Luc Mélenchon, vous vous trouvez pris dans une forme de paradoxe. C'est que depuis le début de cette émission, vous défendez le parlementarisme, et en même temps, vous avez été candidat vous-même à l'élection présidentielle, parce que, à un moment donné, quoi? Ça, c'est pas difficile, ça, à expliquer. Pour peser politiquement, il faut, à un moment donné... Vous acceptez, c'est la règle républicaine. C'est la règle du jeu. Le cadre est là. Vous représentez les gens pas d'accord. Bon. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle en 2012, avec pour point numéro 1 du programme la convocation d'une assemblée constituante pour faire une 6e République. Pas seulement pour corriger. Mais c'est très difficile à faire passer auprès du grand public. Parce que les gens pensent que c'est abstrait, mais ça le devient moins quand on a le temps de s'expliquer. Voilà, quand vous avez le temps. Mais la caste ne veut pas qu'on parle de ça, parce que ça peut. Moi, je laisse même de côté les questions, comme on peut dire, très institutionnelles. Je dis, écoutez les gens, est-ce que vous pensez pas que c'est le moment de mettre dans la Constitution, par exemple, la règle verte? On ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. On voit qu'il y a des situations nouvelles dont on a pris conscience qui nécessiteraient des obligations constitutionnelles qu'on pourrait mettre comme le droit de disposer de sa propre vie, avec la question de la fin de vie. Donc quand on le prend sous cet angle-là, ou bien la limitation des droits du capital.
Bon, tout le monde comprend ça. À partir de là, on voit que la question institutionnelle n'est pas du pur juridisme, c'est quelque chose de très vivant, de très social, de très immédiat. Moi, j'espère ça. Alors, ça rejoint un peu justement la théorie de votre livre, Nicolas Rossulier. Vous dites, je veux sortir des questions purement juridiques pour comprendre un peu, faire de l'histoire constitutionnelle. Si on devait justement réfléchir en constitutionnaliste, mais pas seulement en tant que juriste, quelqu'un qui réfléchit à l'esprit aussi des lois, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et ce sera peut-être ma dernière question, pour améliorer ou compenser cette espèce de pouvoir extrême conféré au président par l'élection au suffrage universel direct? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a quelque chose qui est assez simple à dire, après à faire, c'est une autre histoire. Il y a quelque chose qui est assez simple, c'est de constater l'énorme déficit d'expertise, de moyens justement d'apporter des statistiques, des propositions. Tous ces moyens d'expertise sont très faibles du côté du pouvoir législatif, alors que les moyens d'expertise n'ont cessé d'augmenter en faveur de l'exécutif, pas en 58, mais en fait depuis, c'est ce que je montre dans le livre, c'est la notion de force de gouverner. C'est pas une transformation juridique, c'est une transformation, un long processus dans une forme d'organisation. Et quand on pense les choses en forme d'organisation, alors du coup, il y a beaucoup de travail. C'est pas... Jean-Luc Mélenchon, le mot de la fin. Moi, je pense qu'il faut reconstruire le peuple. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une multitude des gens éparpillés qui devient le peuple en définissant ses règles communes. Je pense que la France doit y procéder parce qu'elle a été complètement changée. Il y a une nouvelle France qui n'est plus rurale, mais urbaine. Rappelez-vous, quand je suis né, moi, il y avait 80% des gens qui vivaient à la campagne, d'accord? Aujourd'hui, il y a 70. Il y a aujourd'hui plus d'étudiants que de paysans. Cette société a changé. Les vagues d'immigration ont transformé la société française. Il faut qu'elle se refonde. Donc d'abord, pour moi, c'est ça la priorité. Deuxièmement, on est un peuple suffisamment... Le problème d'expertise que vous soulevez, moi, ça me fend le cœur. Parce qu'on est un peuple extrêmement instruit. Et les gens ne demandent qu'à bien faire. Une commission parlementaire, elle a instantanément sous la main un savoir-faire intellectuel gigantesque d'un pays très éduqué. Donc, ce qu'il faut accepter, c'est de rompre avec l'illusion qu'un pouvoir concentré, c'est plus efficace parce que c'est plus rapide. C'est le mythe de la rapidité. La rapidité n'est pas la garantie de l'efficacité ni de l'intelligence. Il faut prendre son temps et ralentir la vie. Ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Luc Mélenchon. Et